que la démocratie a été inventée par les Grecs au 5e siècle, par Périclès, et que c'est lui qui, dans un discours à l'occasion de soldats qui seraient tombés au champ d'honneur, aurait le premier articulé le mot. On a ensuite tant et si fortement exploité la démocratie comme étant un régime tout à fait particulier qu'on a oublié que la démocratie était apparue dans une société qui était une société esclavagiste, la société grecque, dans une société qui était une société xénophobe, en étaient exclus les étrangers, et dans une société qui était une société sexiste, les femmes n'y avaient pas droit. Malheureusement, la démocratie a été présentée dès le départ comme étant un régime modèle, avec ces insuffisances-là qu'on n'a pas cherché à essayer d'élaguer, ni de dominer pour les maîtriser, ni de les corriger. Dans le continent africain, nous avons dès l'origine, 15 siècles avant Jésus-Christ, inscrits dans des sarcophages qui ont été retrouvés, des indications dans lesquelles on voit « Je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai jamais fait pleurer personne ». Des rois égyptiens ont également dit dans la loi de Math, j'ai donné à manger à tous ceux qui avaient faim, j'ai apporté à boire à ceux qui avaient soif, j'ai vêtu ceux qui avaient ceux qui manquaient de vêtements. Expression, me semble-t-il, d'un humanisme tellement élevé qui malheureusement s'est perdu au travers des ans et qui a fait que, même au 7e siècle, dans un pays comme l'Éthiopie, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à envoyer des délégations de Médinois exposés à la répression féroce de leurs frères pour qu'ils puissent avoir un pays où l'on pourrait les accueillir, il n'a pas pensé au Yémen qui était à côté, il n'a pas pensé à l'Égypte qui était à côté, il n'a pas pensé à la Syrie qui était à côté. Il a dit envoyez-les en Abyssinie, parce que dans ce pays, vous trouverez un roi juste qui ne fait de mal à personne. C'est également dans notre propre continent à nous qu'il y a eu quand même la charte du Kouroukan-Fouga, où le droit à la vie était officiellement reconnu, où l'éducation était un droit pour chacun et un devoir pour toute la société, où la puissance paternelle était partagée entre l'homme et la femme, où on disait l'esclavage ne t'appartient pas, tu dois le faire travailler, tu dois faire en sorte que tu lui donnes un moment pour se reposer, et même si l'esclave t'appartient, son sac ne t'appartient pas. Il y avait également une philosophie de protection de l'étranger tout à fait particulière. Ce sont ces idées qui se sont développées pour déboucher sur cet événement capital au sujet duquel le chef de l'État a tout à l'heure parlé. Ce qui s'est passé au Fouta en 1776, mais ça dépasse l'entendement. Ça s'est passé bien avant la Révolution française qui est intervenue en 1789. À cette époque-là, celui qui a fait cette révolution a d'abord commencé par poser un acte fort. Parce que quand le peuple se réunit et dit « nous allons l'élire pour qu'il soit notre imam », il a refusé cette charge en disant « je ne veux pas l'assumer, je veux être essentiellement un maître d'école, passant mon temps à enseigner et à pratiquer, n'est-ce pas, la vertu ». Ce qui était un refus de pouvoir qu'on ne retrouvait nulle part. Et Thierno Souleymane Baal en faisait partie. Le premier, il a dénoncé le système colonial mort et a demandé que le Fouta soit une nation indépendante composée de 6 provinces. Et il a défini les contours. Il a le premier envisagé concrètement et mis en application le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aménagement du territoire.
il a institué l'éducation pour tous, gratuite, bien avant Jules Ferry. Ça, elle a appliqué à toute la population foutanké. Il a appliqué en même temps la justice gratuite pour tous. Elle a appliqué à toute la société foutanké. Il a été plus loin parce qu'il a dit, si dans le jugement qui est émis dans votre localité, sur l'autorité du Cadi, vous n'êtes pas satisfait de ce que le Cadi a dit, vous avez la possibilité de faire appel au chef, à l'imam, n'est-ce pas, de la communauté, pour qu'il puisse vous rejuger en appel. Il a surtout dit, personne, quelle que soit la famille à laquelle il appartient, ne doit gérer le pouvoir pendant plus de 2 mandats. Et si une personne, au terme de ces 2 mandats, veut coûte que coûte obtenir un 3e mandat, organisez-vous pour le destituer sur le faux par la force. Nous sommes en 1776. Allant plus loin, il dit, si vous voyez un imam qui s'enrichit constamment, mettez sur pied une commission pour vérifier d'où tient-il ses ressources. Et si ces ressources sont obtenues dans des conditions qui ne sont pas dignes, il ne faut pas hésiter à le limoger. Et s'il refuse, prenez des dispositions pour le mettre hors d'état de nuire.